Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler des trois principaux événements économiques et politiques de ces derniers jours. Tout d'abord, les défaillances d'entreprises qui ne cessent de flamber, c'est particulièrement inquiétant. Chiffre très officiel de la Banque de France, on verra ça dans le détail tout à l'heure, c'est assez dramatique et il y aura évidemment des conséquences, notamment en termes de chômage qui risque d'augmenter très fortement dans les prochains mois. Deuxième point, la crise politique qui continue, même qui s'envenime avec des conséquences évidemment économiques. Et troisième point, justement, c'est lié, le budget. Normalement, nous devrions préparer le budget pour 2025. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Évidemment, il n'y a pas de gouvernement, du moins un gouvernement démissionnaire. Donc, c'est extrêmement dangereux parce que si jamais le budget n'est pas voté d'ici la fin de l'année, alors là, on a un risque pour 2025 eh bien, de ce qu'on appelle le shutdown aux États-Unis, c'est-à-dire un arrêt de l'activité économique finalement liée à la fonction publique, que ce soit en termes de dépenses publiques, en termes également d'impôts. Donc il y a énormément de dangers. Pour l'instant, on ne veut pas voir ça parce qu'on est encore dans la torpeur de l'été, mais néanmoins, ce sont des vrais risques, d'où cette question, la France bientôt en faillite. Malheureusement, le risque est là. J'ai envie de même dire que l'État français est déjà en faillite. On le verra tout à l'heure, là aussi, des chiffres nouveaux de la Banque de France et de l'INSEE qui viennent de sortir, donc extrêmement important. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on terminera par une bonne nouvelle. Bien sûr, j'aimerais faire des vidéos uniquement avec des bonnes nouvelles. Souvent, on me dit, oui, mais vous donnez des mauvaises nouvelles. Mais j'aimerais bien donner que des bonnes nouvelles, mais malheureusement, elles ne sont pas là. On doit dire avant tout la réalité. Mais néanmoins, j'arrive quand même toutes les semaines à trouver une bonne nouvelle, c'est le plus important. Et bien sûr, la nouvelle rubrique, la question de la semaine. Beaucoup de questions cette semaine sur l'augmentation de l'euro. L'euro s'apprécie face au dollar. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va durer? On va également répondre à cette question en fin de vidéo. Alors, on commence tout de suite avec ces chiffres. Attention, âme sensible, vraiment, je préfère vous prévenir à l'avance. C'est très compliqué de voir ces chiffres. On a l'explosion des défaillances d'entreprises en France. Chiffre de la Banque de France. Donc pour le mois de juillet, regardez bien, au total, quasiment 63 100 défaillances d'entreprises sur 12 mois en juillet 2024. Un plus haut depuis décembre 2015 et seulement 1,3% du sommet historique d'avril 2015. C'est-à-dire que d'encore 1,3%, ça continue d'augmenter comme ça de 1,3% dans les prochains mois, eh bien, on aura dépassé le sommet d'avril 2015. Mais ce sommet est déjà dépassé si on regarde les défaillances d'entreprises hors micro-entreprises. Bien sûr, les micro-entreprises sont importantes, mais si on regarde évidemment les principales entreprises qui fournissent des emplois, finalement qui créent des emplois, eh bien là, regardez bien, c'est assez dramatique. Nous sommes non seulement sur un sommet historique, mais regardez bien, 10,4% au-dessus du sommet de septembre 2009 en termes de défaillance d'entreprises. Donc pour les entreprises hors micro-entreprises, voilà la réalité aujourd'hui du système productif français. Donc quand on dit que les entreprises vont bien, que tout va bien dans le meilleur des mondes en France, il faut quand même être sérieux, il faut regarder cette réalité. Encore une fois, chiffre de la Banque de France, tout à fait officiel. Alors je rappelle, parce qu'on me pose souvent la question, c'est quoi exactement une défaillance d'entreprise? Voilà la définition de la Banque de France. En fait, simplement lorsqu'il y a une ouverture d'une procédure collective donc, qui donne lieu à un dépôt d'une déclaration de cessation de paiement. C'est-à-dire, en gros, les entreprises ne peuvent pas honorer leurs dettes, payer les salaires, etc., les fournisseurs. Et donc, à partir de là, c'est tout ce qui est redressement et liquidation judiciaire. Alors, des fois, on peut éviter la faillite, mais souvent, malheureusement, il faut donc ensuite procéder à un dépôt de bilan. Et ensuite, c'est le tribunal de commerce qui décide. Donc, c'est évidemment très mauvais signe. Et surtout, pour l'emploi, ça génère des destructions d'emplois assez fortes. Donc, si on regarde le détail de ces défaillances d'entreprises, par type d'entreprise, donc bien regardez, ça augmente partout. C'est assez dramatique. On a ici donc la première colonne, c'est le nombre de défaillances. Ensuite, deuxième colonne, la variation, donc juillet 2024 par rapport à juillet 2023, donc ce qu'on appelle le glissement annuel. Et enfin, donc, troisième colonne, juillet 2024 par rapport à janvier 2020. Regardez bien ces chiffres, c'est assez affolant. Donc au niveau global, on a une augmentation de 25,2% sur un an, 26,4% par rapport à janvier 2020. Il y a encore quelques mois, rappelez-vous, on avait une légère baisse dans certaines catégories par rapport à janvier 2020. Maintenant là, ça continue d'augmenter partout. Si on prend les entreprises hors micro-entreprises, 35,3% d'augmentation donc sur un an. Regardez bien ce chiffre. 121,3 depuis janvier 2020. Si maintenant on regarde donc en fonction de la taille, pour les ETI et les grandes entreprises, une hausse de 122,2%, 116 pour les moyennes entreprises, 132 pour les petites entreprises. Donc là, évidemment, c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur de l'économie française, et ainsi de suite, 117. Bon, il n'y a que pour les, on va dire, micro-entreprises, c'est un peu moins, ça augmente un petit peu moins, mais néanmoins, ça reste
extrêmement fort. Donc tout ça pour dire qu'on a une situation assez dangereuse sur cette défaillance d'entreprise. Personne n'en parle ou très peu, et bien malheureusement ça c'est la situation de demain. C'est-à-dire que si aujourd'hui les entreprises font faillite, demain elles licencient, donc ensuite il y a moins de revenus, moins de consommation, et évidemment la récession s'installe. C'est ça qui est assez dramatique. Si on regarde maintenant la variation donc par rapport donc en juillet 2024 par rapport à la moyenne de 2010-2019, parce que jusqu'à présent la Banque de France justement pour masquer un petit peu, du moins ou édulcorer va-t-on dire, on va être resté sympa, pour édulcorer la variation des défaillances, on va le regarder par rapport à la moyenne de 2010-2019. Et bien même là ça augmente partout, c'est-à-dire qu'on prend les défaillances moyennes de 2010 à 2019, donc évidemment ça lisse un petit peu les évolutions, et même là regardez bien c'est horrible, 81,8% pour les ETI et grandes entreprises, 62% pour les entreprises hors micro-entreprises, ça augmente là aussi partout. Maintenant, si on regarde par secteur d'activité, alors là, secteur d'activité, eh ben oui, ça fait mal dans 3 grands secteurs d'activité, la construction, le commerce, le tourisme et l'immobilier. Donc là, c'est le nombre donc, de défaillances. Donc numéro 1, comme le mois dernier, d'ailleurs c'est dans le secteur de la construction, 13 915 défaillances d'entreprise, ce qui représente une hausse de 35,6% sur un an. On voit l'ampleur des dégâts. Ensuite, commerce, réparation automobile, c'est le même secteur, donc 13 452. Évidemment, il y a plus d'entreprises, mais néanmoins une hausse de 22,3%. Regardez le tourisme, on dit que tout va bien dans le meilleur des mondes au niveau du tourisme. J'en bafouille d'ailleurs, regardez bien. Et bien pourtant 19,5% d'augmentation. Donc ça reste quand même extrêmement fort. Hébergement et restauration. Ensuite, conseil aux dirigeants d'entreprise, aux services aux entreprises au sens large, enseignement, industrie. Mais regardez bien, l'augmentation ici très très forte pour les activités immobilières. C'est que c'est que 2458 défaillances, mais il y a moins d'entreprises que dans les autres secteurs. Mais regardez bien cette hausse, 48% d'augmentation. Voilà la situation, on comprend bien que la crise immobilière est en train de faire de lourds dégâts, et dans les activités financières et assurances, 38,5% d'augmentation, donc ça reste particulièrement élevé. Pour l'instant, là où ça augmente le moins, mais quand même c'est assez fort, c'est dans l'agriculture, 11,8%. On a vu également que la récolte de blé a été catastrophique, donc là aussi on aura des conséquences, on en reparlera bientôt, mais néanmoins tout ça pour dire que la situation des entreprises aujourd'hui en France est extrêmement dangereuse, et donc ensuite c'est l'emploi qui va se détériorer, puis le chômage qui va augmenter. Alors on me dit souvent, mais oui, mais attendez, l'augmentation des défaillances, c'est normal, parce qu'il y a eu beaucoup de créations d'entreprises. C'est vrai que depuis le coronavirus, bizarrement, les entreprises, je dirais, ont poussé comme des champignons. On a une augmentation, regardez bien, depuis 2019, de 65% du nombre d'entreprises en France. Ça veut dire aujourd'hui, il y a presque 6 millions, environ 6 millions d'entreprises, donc en 2024, c'est énorme, mais évidemment, il y a énormément, on l'a vu, de micro-entreprises. Et si on enlève ces micro-entreprises, alors là, ce n'est pas 65% d'augmentation, mais c'est seulement 15% d'augmentation. Donc là, on voit bien que l'argument de dire oui, il y a de plus en plus d'entreprises, donc c'est normal qu'il y a de plus en plus de faillites, ben non, ça ne colle pas, parce que depuis la fin 2019, on a une hausse des créations d'entreprises, donc du nombre d'entreprises hors micro-entreprises de 15%, alors que les défaillances augmentent de 121%. Voilà la réalité de l'économie française. Et si on voit sur les chiffres de 2023, justement, qui viennent de sortir là aussi, donc 60,9% des créations d'entreprises sont des micro-entreprises. Évidemment, c'est très important, mais là aussi, l'impact en termes d'emploi, il est limité. Donc en hausse de 3,1% sur un an. Entreprises individuelles, là aussi c'est important, mais bon, pas beaucoup de créations d'emplois. On a une 11,5% des créations d'emplois, en baisse de 6,2%. Et si on regarde les sociétés, donc au sens large, alors là, elles pèsent que 27,6% des créations d'entreprises en 2023, mais surtout elles baissent de 7,9%. Donc là aussi, la tarte à la crème qui a dû dire oui, il y a énormément de créations d'entreprises, oui, de micro-entreprises, voire d'entreprises individuelles. Mais si on regarde les sociétés, donc avec derrière des créations d'emplois, eh bien ces créations d'entreprises sont en baisse de 7,9% en 2023. Vous voyez qu'on est très très loin des discours un petit peu lénifiants. On veut nous faire croire que tout va bien, encore une fois, en France. Et donc, s'il y a cette augmentation des défaillances d'entreprises, donc des faillites finalement, donc pour les prochains mois malheureusement, ça veut dire que le chômage évidemment va augmenter. Alors on en a parlé la semaine dernière, il a un petit peu baissé artificiellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de départs à la retraite, mais ça ne suffit pas pour expliquer cette baisse du chômage, alors que les créations d'emplois stagnent. Et donc si on regarde les perspectives d'emploi des chefs d'entreprise, donc ceux qui malheureusement souvent font faillite, eh bien on le voit, et même ceux qui ne font pas faillite d'ailleurs, hein, ceux qui sont toujours là, les chefs d'entreprise répondent à l'enquête INSEE, ils nous disent que le chômage pourrait réaugmenter à 8,5 voire 9% d'ici la fin 2024 et 2025. Voilà donc ce qui nous attend malheureusement. Je suis désolé, hein, pendant les vacances,
j'aimerais donner que des bonnes nouvelles, mais c'est la réalité de l'économie française aujourd'hui. Alors sur ce, on a un problème supplémentaire, c'est bien sûr cette crise politique qui n'arrête pas de durer, de s'envenimer, j'ai envie de dire, et surtout le problème c'est que il nous faut un Premier ministre, il nous faut un gouvernement, ne serait-ce que pour faire le budget, parce qu'en fait il y a une procédure très claire pour faire le budget de 2025, donc normalement on aurait déjà dû le terminer. Vous voyez comment ça se passe? Alors je vous ai mis le processus normal que vous trouvez sur le site du ministère des Finances, et normalement ils nous disent que du 1er juin au 15 juillet, il y avait les arbitrages, qu'ensuite on envoie ce qu'on appelle les lettres plafonds avant le 15 juillet, alors là, on me dit que ça a été fait juste après le 15 août, peut-être, on verra bien, sauf qu'évidemment les ministères, comme ils vont changer, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ensuite, on a évidemment des négociations entre le 15 et 26 juillet, vous voyez que nous sommes au mois d'août et bientôt en septembre, tout ça n'a pas vraiment eu lieu. Et enfin, on doit avoir la rédaction du projet de loi de finances, le fameux PLF, donc avant le mois de septembre, puisque normalement, dès le mois de septembre, on doit rédiger l'ensemble de ce PLF et le soumettre pour validation donc au Conseil d'État. Et là, évidemment, septembre, c'est dans quelques jours, finalement. Donc, est-ce que c'est fait? Ça paraît très compliqué. Et ensuite, il faut qu'au plus tard, ce projet de loi de finances, donc cette loi, soit donc déposé le 1er mardi d'octobre au Parlement. Voilà. Donc ça aussi, ça arrive bientôt, c'est dans un peu plus d'un mois. Ensuite, on a évidemment la navette parlementaire entre l'Assemblée, le Sénat, des votes, etc. Et enfin, à la mi-décembre, au plus tard, normalement, eh bien, on a adopté ce projet de loi de finances. Après, il peut y avoir des saisines du Conseil constitutionnel, évidemment, pour des négociations là aussi. Il y en aura certainement cette année. Enfin, on imagine déjà s'il est voté, ce sera très très bien. Et enfin, donc au 31 décembre, tout est bien, qui finit bien normalement, la loi est promulguée, et à partir de là, on peut lever l'impôt, parce que vous savez que pour lever l'impôt, pour engager les dépenses publiques, il faut une loi, on n'a pas le droit de le faire n'importe comment. Donc si cette loi n'est pas votée, voilà, parce que malheureusement, on n'a pas de gouvernement, il n'y a pas de majorité, on ne sait pas comment on va se mettre d'accord sur ce budget, personne n'en parle, mais c'est une question énorme, extrêmement importante. Et bien à ce moment-là, il peut tout simplement se passer à partir du 1er janvier 2025 un blocage de la puissance publique, ça veut dire interruption des dépenses et des services publics. Également, la levée de l'impôt va être compromise, donc ce qu'on appelle le shutdown. Alors on croyait que c'était réservé aux Américains. Vous savez qu'aux Américains, il y a un plafond de la dette, donc le Congrès doit voter en permanence ce plafond de la dette. S'il n'est pas donc rehaussé, hop, toutes les dépenses s'arrêtent. Donc c'est la crainte, il y a eu plusieurs cas de shutdown aux États-Unis ces dernières années. Donc pour la France, on pensait qu'on était évidemment immunisé contre ça, parce qu'il n'y a pas de plafond de la dette. Oui, mais si la loi donc sur le budget 2025 n'est pas promulguée au 1er janvier 2025, alors là, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On nous dit, oui, mais bon, vous inquiétez pas, les dépenses et les recettes, on va les voter par 49.3. Oui, mais ok, mais ensuite, il risque d'avoir des motions de censure, parce qu'il n'y a pas de majorité, je dirais, à peine relative pour certains partis, et encore. Donc même si on a une union globale, là aussi, comment ça va se passer, puisque on va réussir à convaincre tout le monde, à avoir les mêmes projets dans ce projet de loi de finances. Ça me paraît extrêmement compliqué, et je ne parle même pas, parce que là c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, mais le 20 septembre, on doit remettre à la Commission européenne un projet pour réduire le déficit public, parce que vous savez que nous avons donc une procédure contre la France pour déficit excessif. Donc vous voyez que tout ça, on en est loin, et donc plus cette crise politique dure, plus elle s'envenime, plus évidemment on a des dangers sur le budget. Et encore une fois, ça peut générer un blocage de l'économie française, donc de la fonction publique au sens large, et donc de l'économie française, bien entendu. Et donc ça, on n'est pas du tout immunisé contre cela. Voilà le problème de ce manque de majorité, de cette cacophonie à l'Assemblée. Voilà, malheureusement, encore une fois, on revient sur cette dissolution, voilà ce qui s'est produit ensuite. Mais tout ça, il faut payer. Alors justement, ça renvoie, j'ai envie de dire, à la question essentielle, parce que là, on va voter un budget, si on le vote, mais il sera en déficit, comme c'est le cas depuis 1975, comme vous le savez. Alors, on peut se poser la question, à quoi ça sert de faire du déficit public? Alors, normalement, pourquoi fait-on un déficit public? Lorsqu'il n'y a pas de croissance, lorsqu'il y a une récession, évidemment, à ce moment-là, on relance la machine, au travers d'un déficit public, ça veut dire on augmente les dépenses, ou alors on baisse les impôts, ça fait du déficit, et ça relance l'activité économique, plus bien sûr de la protection sociale, de la redistribution, on lutte contre la pauvreté. Voilà à quoi ça sert le déficit public en temps normal. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'une fois que la croissance est revenue, qu'il y a une croissance forte, que les moteurs privés ont pris le relais de la dépense publique, à ce moment-là, on doit retrouver un excédent public, un équilibre public, allez, dans le meilleur des cas.
pour pouvoir relancer la machine lors de la prochaine crise et laisser à l'État, on va dire, ce qu'on appelle ses missions régaliennes, ça veut dire police, justice, armée, plus bien sûr l'éducation, la redistribution également, c'est important, ça fait partie de notre mode de vie, mais néanmoins, on doit avoir un équilibre budgétaire de temps en temps. Or, comme vous le savez malheureusement, je l'ai souvent dit, mais je vais le remontrer, le dernier excédent public en France, voilà, c'est le petit bâtonnet bleu au tout début du graphique, date de 1974. Depuis, que des déficits, voilà, ce sont les bâtonnets bleus. Évidemment, la courbe rouge, c'est le cumul des déficits, donc la dette publique qui ne cesse d'augmenter. Il y a eu un petit coup par rapport, évidemment, au coronavirus, mais néanmoins, on est de nouveau au-dessus des 110%, bientôt 111% du PIB. Numéro 3, donc de la dette publique au niveau européen en termes, par rapport au PIB. Donc vous allez me dire, oui, mais bon, tout le monde fait des déficits, on ne peut pas faire des excédents aujourd'hui, c'est fini, on est shooté entre guillemets au déficit. Eh bien non, c'est faux, certains pays y arrivent encore, alors il y en a beaucoup, j'en ai mis, on va dire, les principaux. Tout d'abord, notre grand voisin, l'Allemagne, alors regardez bien, c'est assez incroyable. Donc là, je rappelle que l'Allemagne, évidemment, il y a eu la réunification, etc., donc elle a connu des déficits publics très élevés, mais néanmoins, elle a fait plusieurs années d'excédent public en 2007, et surtout, regardez bien, de 2012 à 2019. Uniquement des excédents publics. Donc comme quoi on peut faire des excédents publics. Et là encore une fois aujourd'hui, elle réduit son déficit autour des 1,5% du PIB. Donc là aussi c'est possible. Et on voit que cette dette publique, la courbe rouge, évidemment baisse. On est à moins de 65% de dette publique par rapport au PIB. Donc c'est possible. Encore faut-il le vouloir. Même les Américains, qui pourtant adorent également, comme nous les Français, ce déficit public, même eux ont fait des excédents publics. Regardez bien ici de 98 à 2000. Évidemment c'était la révolution Internet, mais on a quand même réussi à transformer cette forte croissance en excédent public. Alors depuis, évidemment, il y a des très forts, je dirais, déficits. On réussit à les réduire de temps en temps. Là, on est sur une dette publique de plus de 120% du PIB. L'avantage, malgré tout, des États-Unis, c'est qu'ils ont le fameux dollar. Et tant que le dollar, c'est la réserve de change mondiale, tant que c'est la monnaie du commerce mondial, évidemment, les Américains sont tranquilles, parce que c'est nous qui finançons leur déficit finalement. Alors le jour où ça changera, où le dollar n'aura plus ce rôle, évidemment, international. Alors là, évidemment, les Américains vont s'effondrer, mais ça ne sera pas avant une bonne dizaine d'années. On en reparlera dans une autre vidéo, mais néanmoins, ça arrivera un jour, mais pas pour l'instant. Donc pour l'instant, les Américains sont protégés par rapport à cela, ce qui n'est pas le cas pour nous, même si on a la BCE qui aide, mais ça ne suffit pas, évidemment, pour financer nos déficits. Il y a d'autres pays également qui ont réussi à faire des excédents publics, et notamment nos amis canadiens, qui sont nombreux à nous regarder. D'ailleurs, je les en remercie et je leur fais un petit coucou. Donc voilà la situation du Canada, où il y avait énormément de déficits, il y avait une crise économique, politique, sociale dramatique dans les années 80-90. Ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont réussi à faire justement des réformes. Et regardez bien, des excédents publics de 97 même à 2008, c'est assez incroyable. Ensuite 2014 et 2018 également. Et même regardez 2022, un petit excédent public pour le Canada. Comme quoi, encore une fois, c'est possible quand on veut, on peut. Encore faut-il avoir cette volonté politique. Alors depuis, même si ça augmente de nouveau, on voit que la dette publique, elle est autour des 105% du PIB. Et enfin, autre exemple, hein, on les cite souvent, le Royaume-Uni. C'est vrai que finalement, alors ces dernières années, ils ont quand même pas mal dérapé, mais en 88-89 ou de 99 à 2001, il y avait des excédents publics. Tout ça pour dire que c'est possible, sauf nous en France malheureusement, parce que depuis 1974, on n'a que des déficits. Alors la semaine dernière, j'ai fait un tableau qui a beaucoup fait parler, entre guillemets. Donc on regarde la variation de la croissance française hors déficit public. Alors le problème, c'est que le déficit public est en valeur, alors que la croissance est en volume. Donc il faut faire un calcul pour transformer donc, le déficit public hors effet prix. Donc c'est ce que j'ai fait, je ne rentre pas dans le détail. Donc c'était ce tableau que je vous ai montré la semaine dernière, depuis 2010. Regardez bien, en bleu, ce sont les variations officielles donc, du PIB, hors inflation, donc la croissance telle qu'elle est affichée, et en rouge, ce sont les variations du PIB hors déficit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de déficit, où nous en serions. Eh bien, regardez bien, c'est assez dramatique. L'année dernière, on n'aurait pas eu 1,1% de croissance, mais 4,7% de baisse du PIB. Je vous ai fait un graphique sur longue période, parce que là aussi, beaucoup de questions sur ce sujet. Eh bien voilà, donc à part 2000 et 2001 et 2006, donc depuis 2000, nous sommes toujours en récession, en baisse, effectivement, du PIB
hors effet du déficit, hors déficit public. Alors voilà, c'est clair qu'on se rend bien compte que malheureusement, on est devenu complètement accro à ce déficit et c'est ce qui est très dangereux. C'est pour dire que si un jour on a le courage de limiter ce déficit, ça évidemment ça fera mal temporairement, mais ensuite on pourra repartir sur des bases plus saines évidemment. Et le drame, c'est que comment fait-on pour avoir ces déficits? C'est qu'on augmente en permanence la dépense publique et nous sommes numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques. La médaille d'or dépenses publiques par rapport au PIB, 57,3%, chiffre harmonisé FMI et Eurostat, l'INSEE dit 57%, mais comme on doit comparer avec les autres pays, j'ai pris les chiffres harmonisés, bon 57 ou 57,3, c'est pareil, de toute façon nous sommes numéro 1, le numéro 2 c'est la Finlande avec 56,4%, ensuite l'Italie, puis la Belgique, l'Autriche, vous voyez que déjà il y a plus de 5 points d'écart entre l'Autriche et la France, et ainsi de suite, la Grèce, on est autour des 50%, bien entendu, on voit également l'Allemagne, 48,6%, hein, quasiment 10 points d'écart, c'est assez incroyable. Le Royaume-Uni, 44,2%, même le Japon, 42,4%, le Canada, on en a parlé, 41,4%, et les États-Unis, 37,5%. Alors je ne dis pas qu'on doit descendre aussi bas, mais si on pouvait descendre autour des 50%, ça serait plutôt pas mal. Alors bien sûr, on me dit oui, mais il faut financer la santé, etc., la retraite, bien entendu, mais normalement ces dépenses doivent être à l'équilibre, mais ce n'est pas le cas. Trop souvent, on a ce dérapage des dépenses publiques. Et regardez bien, historiquement, depuis les années 80, même si ça va, ça vient, ça c'est le poids de la dépense publique par rapport au PIB en France, ça ne cesse d'augmenter, bien sûr. Il y avait ce sommet en 2020, c'était lié au corona, puisqu'il y avait une augmentation du déficit, alors que le dénominateur, le PIB, était en train de baisser, on est monté à 61,7, mais là on est à 57,3, regardez bien, on était à 47,2 en 1980, rendez-vous compte. C'est assez incroyable. Donc on a 10 points de plus. Si à l'arrière on a eu une croissance plus forte avec au diable l'avarice, mais ça n'a pas été le cas, et donc ce qui évidemment nous a coûté extrêmement cher. Alors, ce qui est encore plus dramatique, c'est que dans ces dépenses, on pense qu'il y a du social, etc. Eh bien non, il y a énormément et de plus en plus de dépenses de fonctionnement. Regardez bien, là vous avez la dépense publique française en 2023, donc 1608,5 milliards d'euros. Quand j'entends que certains veulent encore l'augmenter, je me dis jusqu'où va-t-on aller ? Prestations sociales, donc 531, c'est bien, mais regardez bien, 514 pour les dépenses de fonctionnement. Ça veut dire qu'il y a quasiment autant, vous voyez, c'est 32% du total de dépenses de fonctionnement, 33% pour les prestations sociales. On me dit souvent, oui, subventions d'entreprise, c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est 71,4 milliards, 4,4% du total. Donc là, on se rend bien compte que sur les dépenses de fonctionnement, on a un petit problème. Regardez bien, 24,7 milliards d'augmentation en 2022, et c'est ça qui ne colle pas. C'est-à-dire qu'on fait exploser les dépenses de fonctionnement, alors pour des bonnes raisons certainement, mais il faut repenser complètement ces dépenses de fonctionnement, repenser complètement et casser même le millefeuille administratif avec toutes les strates de dépenses publiques au niveau français que nous avons, et à ce moment-là on pourra repartir sur des bases plus saines. Mais il n'est pas normal aujourd'hui d'avoir une puissance publique, une dépense publique, dont 32% ce sont uniquement des dépenses de fonctionnement. Et regardez bien sur les 3 dernières années, alors bien sûr il y a un effet inflation, mais néanmoins, dépenses de fonctionnement plus 15,4%, alors que les dépenses totales ont augmenté de 12,5%. Donc là, encore une fois, je veux bien qu'on fasse plaisir à Pierre-Paul ou Jacques, mais on a quand même du sérieux à faire en termes de dépenses de fonctionnement. Quand je vois toutes ces entreprises qui, malheureusement, sont en train de disparaître en France, donc il y a là, évidemment, elles vont réduire les dépenses de fonctionnement, elles vont même les supprimer complètement. Donc on se dit, il faut bien qu'un jour, l'État fasse sa réforme. Alors, pour terminer, chiffre qui vient de sortir également, publié par l'INSEE, donc ce qu'on appelle le patrimoine de l'État, de la puissance publique française, donc ils viennent de mettre à jour les chiffres de 2023, pour les actifs non financiers, donc on est à 2791 milliards d'euros, ça a baissé par rapport à 2022. Pour l'instant, on n'a pas les actifs financiers, mais fin 2022, on avait 1678 milliards d'euros, ce qui veut dire, si ça ne bouge pas, admettons, hypothèse forte, mais admettons que ça ne bouge pas, ça fait quand même 4469 milliards d'euros de patrimoine d'actifs global de la puissance publique française. Pas seulement l'État français, mais toute la puissance publique. Quand on compare ça à la dette publique de 3160 milliards et surtout à la dette publique avec le hors-bilan, c'est-à-dire notamment le paiement des retraites des fonctionnaires, donc on est à 6500 milliards d'euros de dette. 6500 milliards moins 4469 milliards, vous avez compris, l'actif net de l'État, ça veut dire l'actif moins la dette, est négatif. Donc l'État français, la puissance publique française est bien malheureusement en faillite. On ne veut pas le dire, mais c'est déjà la réalité. Alors imaginez si demain, évidemment, on ne vote pas ce budget, ça sera évidemment une catastrophe.
Et là aussi, pour l'instant, on me dit oui, mais les taux d'intérêt n'augmentent pas, etc. Même ils ont tendance à baisser sur la dette publique. Évidemment, c'est encore l'été, les taux d'intérêt américains ont fortement baissé, donc il y a un effet positif qui a joué sur nous. Mais l'écart entre le taux d'intérêt 10 ans de l'Allemagne et de la France, il y a plus de 70 points de base, donc c'est très élevé. Donc ça veut dire qu'on a quand même une inquiétude sur la France. Et si évidemment, a fortiori, demain, l'État ne remplit pas, je dirais, ses objectifs en termes de réduction de la dépense publique, notamment du de Bruxelles, mais pas seulement, hein, pour nous les Français, avec un problème de budget 2025, c'est un fortiori s'il n'est pas voté. Imaginez ce qui va se passer, là les taux d'intérêt vont exploser, ce qui va évidemment aggraver la récession qui est en train de s'installer aujourd'hui en France, malheureusement. Donc voilà la situation de la France, elle n'est pas géniale. Alors quelle est la bonne nouvelle dans tout ça ? Bien, elle ne vient pas de chez nous, elle est aux États-Unis, c'est la baisse de l'inflation. L'inflation américaine donc a baissé, on la voit ici, donc on est à 2,9%, un plus bas depuis mars 2021. Hors énergie et produits alimentaires, on est à 3,2%, un plus bas depuis avril 2021. Donc voilà, c'est vrai que ça baisse bien, c'est quand même toujours au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale américaine. Si on voit les prix à la production, là aussi ça baisse un petit peu, c'est la courbe rouge ici. C'est-à-dire que l'inflation américaine va rester autour d'entre 2,5% et 3%, mais ce n'est pas l'objectif de la Réserve fédérale de 2%. Donc la Réserve fédérale va certainement baisser les taux d'intérêt, mais pas énormément. D'ailleurs, pourquoi les taux d'intérêt des obligations de l'État américain ont eu tendance à baisser, ce qui a joué évidemment positivement à la baisse donc sur nos taux d'intérêt chez nous, mais néanmoins on se rend bien compte que ça reste toujours fragile. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inflation est en train de baisser, le prix du pétrole également est en train de baisser, mais pas forcément pour des bonnes raisons. C'est lié malheureusement au risque de récession qui revient un peu partout. Elle est déjà là quasiment en Europe et ça pourrait arriver également aux États-Unis. On en reparlera prochainement. Je termine donc avec la question de la semaine justement qui est liée, l'euro. L'euro qui s'apprécie, c'est vrai que c'est assez incroyable, on est à plus de 1,10 $ pour un euro, 1,1070 même au moment où je vous parle, c'est assez incroyable. Donc on me dit, bah, attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est tout à fait anormal puisque la croissance de la zone euro s'effondre, elle est bien plus bas qu'aux États-Unis, les taux d'intérêt sont bien plus bas dans la zone euro qu'aux États-Unis, taux monétaire et taux obligataire, et pourtant l'euro s'apprécie. Donc que se passe-t-il? Il y a effectivement un mouvement de baisse du dollar, c'est-à-dire que les investisseurs se disent, comme la Réserve fédérale américaine va baisser les taux d'intérêt plus vite que prévu, alors évidemment on va vendre du dollar, y compris vis-à-vis de l'euro. Et donc on le voit ici, par contre, l'écart de taux d'intérêt sur le taux d'intérêt des obligations d'État entre les États-Unis et effectivement l'Allemagne ici, on voit que ça a beaucoup plus baissé aux États-Unis que chez nous, mais l'écart, il reste toujours élevé, 1,6 points, donc d'écart à l'avantage du dollar. Donc ça devrait justifier une hausse du dollar qui n'a pas lieu pour l'instant. Donc attention, ça ne veut pas dire encore une fois que l'euro s'apprécie, non, parce que si justement vous regardez l'euro par rapport à d'autres monnaies, et notamment par rapport au franc suisse, l'euro continue de baisser, là on est à 0,95. Donc vous voyez que l'euro s'affaiblit par rapport au franc suisse. Le franc suisse qui joue bien effectivement son rôle de valeur refuge, un peu comme l'or. Donc c'est ce qu'on vous avait conseillé. C'est vrai que sur l'euro-dollar, malheureusement, on n'a pas été bon. On n'avait pas vu ce mouvement d'appréciation de l'euro face au dollar et surtout de dépréciation du dollar qui est un petit peu anormal. Mais c'est la vie des marchés malheureusement. Par contre, valeur refuge sur le franc suisse, sur l'or également qui atteint de nouveaux sommets historiques. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc ça, on l'avait bien vu. On ne peut pas avoir raison sur tout, mais l'important, c'est de jouer la transparence et de dire les choses. Encore une fois, donc, merci pour votre fidélité. Voilà aujourd'hui où est la situation économique. Merci pour poser vos questions. Vous voyez qu'on y répond chaque semaine. C'est important. Cette rubrique est très appréciée d'ailleurs, tout comme la bonne nouvelle. Merci donc pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, pour nous suivre malgré l'été. Vous êtes très nombreux. Continuez à faire connaître la chaîne également. À vous abonner, à faire abonner. Abonner premium également avec les petits onglets souscription ou rejoindre. Et je vous enverrai les slides par la suite. Donc merci encore une fois pour votre utilité. Portez-vous bien. Bonne continuation et à très bientôt.